L'an 2440. Rêve s'il en fut jamais. De Louis-Sébastien Mercier. Chapitre 28, deuxième partie. La bibliothèque du roi. Auquel donneriez-vous la préférence des trois? Nous n'entendons plus guère Molière, me répondit-il. Les mœurs qu'il a peintes ont passé. Nous pensons qu'il a plus frappé le ridicule que le vice, et vous aviez plus de vice que de ridicule. Pour les deux tragiques, dont les couleurs étaient plus durables, je ne sais comment un homme de votre âge peut faire une pareille question. Le peintre du cœur humain par excellence, celui qui élève et agrandit le plus l'âme, celui qui a le mieux connu le choc des passions et la profondeur de la politique, avait sans doute plus de génie que son rival harmonieux, qui, avec un style plus pur, plus exact, est moins fort, moins serré. N'a eu ni sa vue perçante, ni son élévation, ni sa chaleur, ni sa logique, ni la diversité prodigieuse de ses caractères. Ajoutez le but moral, toujours marqué dans Corneille, il élance l'homme vers l'élément de toutes les vertus, vers la liberté. Racine, après avoir efféminé ses héros, effémine ses spectateurs. Le goût est l'art de relever les petites choses, en ce cas, Corneille en avait moins que Racine. Le temps, juge souverain, qui anéantit également et les éloges et les critiques, le temps a prononcé et a mis une grande distance entre ces deux écrivains. L'un est un génie du premier ordre, l'autre, à quelques traits près empruntés des Grecs, n'est qu'un bel esprit, comme on l'a apprécié dans son siècle même. Dans le vôtre, les hommes n'avaient plus la même énergie. On voulait du fini, et le grand a toujours quelque chose de rude et de grossier. Le style était devenu le mérite principal, comme il arrive chez toutes les nations affaiblies et corrompues. Je retrouvai le terrible Crébillon, qui a peint le crime sous les couleurs effrayantes qui le caractérisent. Ce peuple le lisait quelquefois, mais on ne pouvait consentir à le voir jouer. On peut bien s'imaginer que je reconnus mon ami La Fontaine, également chéri et toujours lu. C'est le premier des poètes moralistes, et Molière, juste appréciateur, avait pressenti son immortalité. Il est vrai que la fable est le ton allégorique de l'esclave qui n'ose parler à son maître, mais comme elle tempère en même temps ce que la vérité peut avoir de dur, elle doit être longtemps précieuse sur un globe livré à toutes sortes de tyrans. La satire n'est peut-être que l'arme du désespoir. Que ce siècle avait mis ce fabuliste inimitable au-dessus de ce Boileau, qui, comme dit l'abbé Costard, faisait le dictateur au Parnasse, et qui, privé d'invention, de génie, de force, de grâce et de sentiment, n'avait été qu'un versificateur exact et froid. On avait conservé plusieurs autres fables, entre autres quelques-unes de La Motte et celle de Nivernois. Le poète Rousseau me parut bien chétif, on avait gardé quelques odes et cantates, mais pour ses tristes épîtres, ses fatigantes et dures allégories, sa mandragore, ses épigrammes, ouvrages d'un cœur dépravé, on pense bien que de telles ordures avaient subi le feu qu'elles méritaient depuis longtemps. Je ne peux nombrer ici toutes les salutaires mutilations qui avaient été faites dans plusieurs livres, d'ailleurs renommés. Je ne vis aucun de ces poètes frivolistes qui n'avaient flatté que le goût de leur siècle, qui avaient répandu sur les objets les plus sérieux ce vernis trompeur de l'esprit qui abuse la raison. Toutes ces saillies d'une imagination légère et emportée, réduites à leur juste valeur, s'étaient évaporées, comme ces étincelles qui ne brillent avec plus de vivacité que pour s'éteindre plus tôt. Tous ces romanciers, soit historiques, soit moraux, soit politiques, chez qui les vérités isolées ne s'étaient rencontrées que par hasard, qui n'avaient pas su les lier ensemble et les fortifier par leur liaison, et ceux qui n'avaient jamais vu un objet sous toutes ses faces et dans tous ses rapports. Et ceux enfin qui, égarés par l'esprit de système, n'avaient vu, n'avaient suivi que leurs propres idées, tous ces écrivains, dis-je, trompés par l'absence ou la présence du génie, étaient disparus, ou avaient été soumis à la serpe d'une judicieuse critique, laquelle n'était plus un instrument de dommage. La sagesse et l'amour de l'ordre avaient présidé à cet utile abatis. Ainsi,
dans ces forêts épaisses où les branches entrelacées faisaient disparaître les routes où régnait une ombre éternelle et malsaine, si l'industrie de l'homme y porte le fer et la flamme, on voit naître, et les sentiers fleuris, et les doux rayons du soleil. Il dissipe les ténèbres, la verdure plus animée recrée les yeux du voyageur qui peut traverser les routes sans crainte ni dégoût. J'aperçus dans un coin un livre curieux et qui me parut bien fait. Il avait pour titre « Des réputations usurpées ». Il motivait les raisons qui avaient décidé de l'extinction de plusieurs livres, et du mépris attaché à la plume de certains écrivains admirés néanmoins de leur siècle. Le même livre redressait les torts des contemporains des grands hommes, quand leurs adversaires avaient été injustes, jaloux ou aveuglés par quelque autre passion. Je tombai sur un Voltaire. Que je suis charmé! M'écriai-je, de retrouver ici ces 32 volumes in quarto, émanés de cette plume brillante intarissable. À cette exclamation, le bibliothécaire me tira par le bras, et me dit : « Répondez-moi, je vous prie. Un de nos académiciens vient de faire une dissertation pour prouver qu'il y a eu plusieurs écrivains de ce nom, et qu'on avait attribué à un seul les ouvrages de plusieurs. À peu près comme dans l'Antiquité on attribuait à Hercule les 12 travaux que nombre de héros avaient terminés glorieusement. En effet, il n'est guère vraisemblable que l'auteur de la Henriade ait fait Candide, que l'auteur de Zaïre ait écrit l'histoire de Charles XII, que le brillant poème de la Pucelle ait pour père l'auteur de la philosophie de Newton. Que les savantes questions sur l'encyclopédie soient sorties de la même plume qui écrivit Nanine, et que le même génie qui créa Mahomet et Rome sauvée, ait tracé tant de fugitives étincelantes, et ait fini, dit-on, par faire un opéra comique pour battre jusqu'à Vadé et Favart. Nous ne pouvons croire cela. Aucun écrivain n'a jamais eu cette diversité de talents. Vous qui êtes de ce siècle, vous allez nous mettre d'accord sur ce chapitre. Avec votre amour extrême pour les arts, sans doute, vous l'avez vu et connu ? Messieurs, jamais je ne l'ai vu. Comment ? Vous étiez contemporain de ce grand homme, et vous avez négligé de le voir ? Vous étiez donc aveugle alors ? Non, j'avais une assez bonne vue. Vous étiez donc en prison ? Pas tout à fait, j'étais un bon Parisien qui restait toute la matinée chez moi, et qui traversait ensuite le Pont-Neuf pour aller à l'opéra sérieux ou comique, à la comédie française ou italienne, au concert ou à quelques discrètes assemblées. Qui entendait parler de tout ce qui se faisait dans tous les coins de la terre, sans franchir 10 fois dans l'année les barrières de bois de sapin, augustes et majestueuses entrées de la capitale. Eh bien, vous pouviez donc y voir tout à votre aise le chantre de la bataille de Fontenoy, l'auteur de l'oraison funèbre des officiers, du siècle de Louis XV, du panégyrique de Louis XV, de l'histoire du Parlement de Paris. L'auteur, messieurs, n'était point dans la capitale. Où était-il donc ? Il était absent. Absent. Oui, mais comme qui dirait exilé. Exilé lui. Exilé de la capitale dont il soutenait le théâtre si utile à la police et même à la politique de votre temps, lui qui avait mis sur la scène la morale raisonnée et touchante, lui qui a peint l'héroïsme sous ses véritables traits, lui enfin qui de son vivant était considéré comme le plus grand poète des Français, lui enfin à qui le gouvernement avait de très grandes obligations. Vous le savez. Tout cela ne fait rien à l'histoire. Il existait, vous dis-je, un morceau de papier qui l'empêchait de venir jouir des applaudissements dont retentissait le théâtre, et qui ne lui permettait d'être le monarque de la littérature qu'à une certaine distance. Avec votre papier magique, vous êtes inintelligible, quoi ? Vous nous soutiendrez en face que l'homme dont se glorifiait la nation ne pouvait humer comme vous l'air du Pont-Neuf, ou respirer en bronze le bon roi qu'il avait tant contribué à faire regretter. Vous nous dites cela d'un ton mal assuré qui nous fait croire que vous avez perdu la mémoire sur cet article.
Messieurs, je n'y ai rien compris moi-même dans le temps. Je vous cite des faits et l'on ne nie point les faits. Je n'ai jamais vu Monsieur de Voltaire. On désirait fort de le voir et de le fêter à Paris, on couronnait son buste au défaut de sa tête, on le complimentait dans des lettres, mais il était invisible même à l'Académie. Je parlais de tout cela, comme j'ai l'honneur de vous le dire, avec des gens d'esprit qui jugeaient en silence tout ce qui se faisait en Europe, le tout entre 54 barrières de bois de sapin, au milieu desquelles on fouillait les gens jusque dans la poche quand ils entraient, et comme je sortais rarement j'étais rarement fouillé en rentrant. Certains jours, certain tome de Voltaire qui m'avait délicieusement amusé à la campagne, fut inhumainement arrêté par les commis, qui en se débattant avec moi, faisaient payer pour la tête d'un cochon. Ah, pour le coup vous abusez de notre patience, quelle galimatia! Est-ce que les têtes d'hommes payaient à ces barrières de bois ainsi que les têtes de cochons? En ce cas, proportion gardée, Monsieur de Voltaire, tout riche qu'il était, aurait pu être ruiné d'un seul coup à son entrée dans la capitale, et nous ne nous étonnons plus de ce qu'il se tenait sagement éloigné de ces barrières de bois, où l'on pesait la valeur d'une tête. Et messieurs, je rirais de votre raisonnement, si je n'avais pas encore sur le cœur ces insolents commis, je vois que vous ne me comprenez pas. J'ai voulu vous dire qu'il y avait à ces barrières des pensées approuvées et d'autres qui ne l'étaient pas, et que les commis qui arrêtaient les bœufs, arrêtaient aussi les livres, car on aurait bien désiré dans cette bonne ville de Paris, que tout y fût bœuf ou cochon, à la place des livres et des faiseurs de livres. Mais de qui ces pensées pour lesquelles on instituait des commis si matériels étaient-elles approuvées ou désapprouvées? Était-ce de l'Europe? Non, c'était Monsieur Coget, recteur, c'était Monseigneur qui avait une robe violette, c'était Monsieur tel secrétaire, habillé de noir. Monseigneur. Monsieur. Et, qu'importe l'avis de Monseigneur et de Monsieur? Oh, qu'importe. Les barrières de bois pourris repoussaient les tomes et quelquefois leurs auteurs. Et comme il y avait des Cogets, des secrétaires, des inspecteurs, des commis, des méchants, des sots et des hypocrites, cela faisait, voyez-vous, qu'un ouvrage composé rue Saint-Jacques, s'envolait dans les airs pour aller se faire imprimer hors du royaume, afin de faire gagner beaucoup d'argent à l'étranger qui se moquait de nous par-dessus le marché, et quand un homme portait un habit couleur de sa pensée, il risquait à devenir comme le juif errant. Brisons-la, avec votre morceau de papier qui cloue les gens à 100 lieues de la capitale, vos têtes de cochon, vos barrières de sapin, vos secrétaires, vos inspecteurs de police et autres plats commis. Pourquoi toute cette vermine s'attachait-elle aux œuvres du génie, et comment le génie subsistait-il, dévoré qu'il était par tant d'insectes venimeux? Mais répondez-nous net et dites-nous si c'est bien un seul homme qui a fait tous ces divers ouvrages. Il est vrai que l'histoire le fait vivre 100 ans, ainsi que Fontenelle, mais celui-ci était un insigne paresseux, si on le compare à l'auteur des nombreuses productions que vous voyez rassemblées ici. Sont-elles émanées véritablement de la même plume? Oui, messieurs, je vous le certifie. Oui, c'est un seul homme qui a fait tous ces chefs-d'œuvre. Un compilateur n'est pas plus volumineux. L'abbé de la Porte lui-même n'a pas plus fait imprimer, aidé de tous ses copistes, et le même homme, le croiriez-vous, faisait toujours une réponse aux lettres que les beaux esprits, les oisifs, les jolies femmes, les hommes de cour, les fats et les sots même lui écrivaient par la poste. Ils avaient la vanité de la lire dans des cercles et pensaient obtenir par là le brevet de bel esprit. Quelques petits auteurs prenaient à la lettre les louanges d'usage, car on était fort poli dans mon siècle. Notre Virgile en avait nommé 3 ou 4 pour lui succéder, il s'amusait à tracer ces espèces de codicilles, à peu près comme un millionnaire s'amuse des espérances inquiètes de ses neveux qui ne doivent pas toucher un sol à sa mort. J'ai lu des milliers de ces lettres, toutes agréables, légères, et qui ont quelquefois le bon sens de ne rien signifier du tout,
ce qui n'était pas un petit mérite quand il fallait écrire à certains personnages de la bonne ville de Paris. En vérité, l'Antiquité n'a rien produit de tel, la variété prodigieuse de ses talents en fait sûrement un homme à part. Ce n'est donc pas sans raison que nous avons oublié les noms de 30 souverains aujourd'hui cachés dans la poussière, pour nous souvenir de ce nom qui jouit encore du même éclat. Je reconnais la justice des siècles. Oui, la trompe de l'éléphant n'est pas plus flexible que l'était son génie. Outre la gloire littéraire, l'humanité lui doit une couronne, il a remporté des victoires éclatantes sur les ravages de ces préjugés cruels qui anéantissaient les vraies maximes faites pour l'homme. Il a inspiré à tous les gouvernements un esprit de tolérance, et du moins un des fléaux qui écrasaient la nature humaine a été brisé par lui. On sentait même de son temps le bien qu'il avait commencé d'opérer. C'est lui qui le premier a mis en branle le tocsin de la philosophie. Avant lui on ne sonnait que de petits coups faibles et presque inutiles, il lui a donné une voix éclatante, hardie et qui a frappé tous les esprits. Il était trop grand pour ne pas exciter les viles fureurs de l'envie. De misérables criailleurs ont vomi contre lui 1000 invectives grossières, 1000 calomnies plates, sans respect pour son âge, pour ses lauriers, pour ses travaux, mais ses adversaires ont été presque tous des sots, qui n'ont pas même su l'attaquer avantageusement. Vainqueur de leur haine, son nom était de mon temps le plus beau qui fut en Europe. En effet, quel roi, quel guerrier, quel magistrat, quel écrivain, quel homme enfin dans son genre, pouvait offrir une tête rayonnante comme la sienne, de 60 années de gloire. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.